Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC 242 Khabib contre Poirier. Ça a lieu ce samedi 7 septembre 2019 et puis c'était un ortho spécial. La carte était à Abu Dhabi, à l'autre bout du monde, donc ça n'a pas lieu aux heures traditionnelles. Les premiers préliminaires sur Fight Pass ont lieu à 10h le matin. À midi pile, ce sont les préliminaires télévisés à RDS2 et TSN et finalement la carte principale commence à 14h, heure de l'Est, heure de Montréal. Donc, ne pas rater cette carte-là, s'il vous plaît. Ne pas m'écrire à 6h du soir en me disant « Ah, mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Le main event est déjà arrivé, j'ai manqué la carte, comment ça? Je le savais pas. » Je vous l'ai dit toute la semaine, ça commence à 2h, 2h PM, 2h PM, 2h PM, 2h PM, 2h PM, 2h PM, 14h PM, 14h PM. Ne ratez pas ça. Et je suis là aujourd'hui pour mes analyses et prédictions complètes de cette carte-là. Tant attendu, le retour de Khabib Nurmagomedov, son premier combat depuis le plus grand combat de l'histoire de l'UFC en termes de vente face à Conor McGregor. Il affronte Dustin Poirier, le champion intérimaire. C'est une unification de titres. Et puis ça va être excellent. La carte principale est excellente. Je vous dirais qu'il n'y a peut-être pas de grands noms sur cette carte-là, mais tous les combats sont vraiment très intéressants, là, de bons duels qui vont sans aucun doute livrer la marchandise. Les prelims, c'est peut-être autre chose. Manque un peu de name value. Étrangement, je trouve qu'il y a plus de gars connus sur les premiers préliminaires sur Fight Pass que sur les préliminaires télédiffusés. Je ne sais pas pourquoi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de combattants musulmans qui vont être bien placés sur cette carte-là, puisque c'est à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où évidemment c'est très très musulman. Donc c'est peut-être une carte qui est un peu plus bâtie pour la foule de là-bas, mais ça reste un énorme pay-per-view. Et puis la carte principale va être excellente. J'ai mes analyses et prédictions pour chacun des combats de cette carte-là. Et on commence à l'instant même avec le combat principal chez les 155 livres. Khabib Nurmagomedov et Dustin Poirier s'affrontent dans un excellent combat. Et de prime et d'abord, j'ai pas le choix de le dire, je dois favoriser Khabib ici. Évidemment, il n'a toujours pas perdu 27-0. Et puis oui, on s'en vient à un stade où on se dit que, tu sais, 27 combats sans perdre, oui, il est excellent, oui, il est probablement un des meilleurs combattants qu'on a vu dans toute l'histoire du sport, mais des séquences victorieuses comme ça, ça dure rarement. Et puis, je crois qu'un jour ou l'autre, Khabib va perdre. C'est pas dans ce combat-là, ça va être dans son prochain combat, je crois que ça arrive plus rapidement qu'on le croit. Pour vous donner un exemple, moi, quand Demetrius Johnson était dans sa séquence de victoire incroyable, il y a un moment donné où je me suis dit, il va perdre un combat. T'sais, nécessairement, j'avais commencé à gager des 1$, mettons, sur ses adversaires. Et puis je pense que j'avais commencé à gager ça, pour pas le combat contre Henry Cejudo, le rematch, mais le combat d'avant. Et puis finalement, j'avais gagé sur Henry Cejudo, j'avais gagné de l'argent, je pense 2,50$, de quoi de même. Tout ça pour dire que dans l'UFC, au plus haut sommet du sport, contre les meilleurs combattants qui existent, de gagner 13, 14, 15 combats, voire 27 combats consécutifs, bien qu'ils n'ont pas tous été dans l'UFC, mais je pense qu'il y en a une bonne dizaine dans l'UFC, au moins. C'est quelque chose qui se voit très rarement, et Khabib est en train de redéfinir qu'est-ce qu'est une win streak, carrément, mais on doit s'attendre à ce qu'il arrive quelque chose qui va pas en sa façon un jour ou l'autre. Et puis c'est peut-être une erreur que lui va faire qui va lui coûter un combat. Dieu seul le sait. Mais un jour ou l'autre, Khabib va perdre selon moi. J'ai de la misère à voir ça contre Dustin Poirier cependant. Parce que il y a juste un game plan pour Khabib. C'est pas compliqué. Il va va vouloir shooter un takedown coûte que coûte. Et puis quand Khabib s'accroche à toi, c'est le meilleur chain wrestler qu'on a vu. Le gars chain les attempts de takedown de manière absolument incroyable, là, de manière fascinante. Le gars peut essayer un single leg, le switch en double leg, essayer de passer en arrière, prendre ton dos quand se rend compte que ça marche pas, essayer une souplesse, essayer quelque chose d'autre, revenir au single leg et te pousser contre la cage, finalement y aller avec un genre de inside trip ou quelque chose comme ça. Ces séquences de takedown sont ridicules, sont incroyables. Il y a personne qui est capable de faire ça comme Khabib le fait. Et puis j'ai aucun doute qu'il va takedown Dustin Poirier, j'ai aucun doute qu'il va passer beaucoup de temps par-dessus lui, à lui donner du ground and pound et à lui parler, à être Khabib Nurmagomedov, là, carrément. Et pourquoi je peux pas vraiment y aller avec Dustin Poirier ici, c'est que oui, c'est un excellent striker, oui, il a l'avantage debout sur Khabib, absolument, il y a aucun doute là-dessus. L'affaire,
c'est que c'est pas un one punch power striker à la Conor McGregor. Tu sais, on faisait oui, Conor McGregor a des chances de battre Khabib parce qu'il est tellement précis avec sa main gauche qu'il peut juste l'attraper avant que Khabib ait le temps de faire un takedown et puis probablement, tu sais, le battre. On a l'impression que Khabib, soit qu'il va perdre en 30 secondes ou il va absolument gagner ce combat-là sans aucun doute. Et puis c'est un peu ce que je me dis ici avec Dustin Poirier qui, oui, a beaucoup de finish, oui, est un des meilleurs boxeurs qu'on a, mais il doit bâtir ses finishes. C'est pas quelqu'un qui va arriver pis bang, t'as poigné bien clean une fois, tu vas tomber puis il va te terminer. C'est un gars qui va te frapper, qui va avoir du power, mais tout au long des 25 minutes du combat. C'est avec son power qu'il a repoussé Max Holloway, qui l'a forcé à reculer, mais va-t-il être capable d'avoir assez de temps debout pour bâtir sur son power et en venir avec un fourth round finish de Khabib Nurmagomedov? Pour être bien franc avec vous, je ne pense pas. Je crois que Khabib va stick to the game plan. C'est la chose qu'il veut faire. Il l'a mentionné tout au long du build-up du combat. Il l'a mentionné tout au long de tous les build-up de tous ses combats. Il veut lutter avec ses adversaires, les amener contre la cage, essayer des takedowns, chain wrestle, et puis une fois au sol, ben, les brutaliser avec son ground and pound. Et puis, c'est un des seuls qui est capable de passer la garde en continuant de te frapper. Son sol est absolument next level. C'est un des meilleurs grapplers qu'on a vu, même si c'est un gars qui pratique pas vraiment de jiu-jitsu. On a vu des photos de lui avec une ceinture blanche. On s'entend que ça doit être la ceinture blanche la plus dégueulasse à pogner dans le gym, mais c'est pas un grand gars de jiu-jitsu brésilien en tant que tel, mais il y a des soumissions en masse, il est capable de te frapper très fort d'en face, et puis j'ai juste Khabib ici par décision. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Bien que c'est un combat absolument exceptionnel, bien que c'est un combat de très haute envergure, bien que c'est absolument Dustin Poirier qui mérite présentement ce spot-là de par sa victoire contre Max Holloway, bien que Tony mérite toujours plus un title shot que tout le monde dans cette division-là, mais il semble être le next in line pour le gagnant de ce combat-là. Ça semble être ce qui va arriver. On sait que Conor McGregor peut toujours arriver puis décider que c'est sa place et la prendre, mais je crois que ça va être Tony par après. J'ai Khabib par décision ici dans ce combat-là. Je m'attends à quelque chose d'excellent pour être franc avec vous. Combat de demi-finale maintenant, co-main event, toujours chez les 155 livres. Il y a juste un combat sur la carte principale qui est pas chez les 155 livres. Donc c'est une petite thématique ici. C'est Edson Barboza face à Paul Felder. Et c'est un rematch de 2015. Le troisième combat dans l'UFC de Paul Felder. Il a dit, hey, toi, pogne-toi contre Edson Barboza, voir comment ça va aller. Ça avait relativement bien été. Manquait un peu d'expérience, manquait un peu de polissage à ce moment-là pour Paul Felder. Et j'ai l'impression que ce combat-là réarrive en 2019 avec des trajectoires complètement opposées. On a Edson Barboza qui est encore un top 10 fighter, mais j'ai l'impression qu'il s'accroche à son top 10 ranking récemment. Ce n'est plus le Edson Barboza des beaux jours. Oui, c'est encore un des meilleurs kickers en MMA. C'est low kick, c'est body kick, c'est spinning kick. Tout ça, c'est incroyable. C'est un des meilleurs, un des plus skilled qu'on aura vu. C'est un excellent boxeur aussi. On l'aura vu contre Dan Hooker, de la façon dont il le body punch violemment, de la façon dont il a landé tous les coups de poing qui existaient dans ce combat-là sur Dan Hooker, et puis il a montré être capable de prendre quelqu'un qui, oui, est comme dans le top 10 là, présentement de sa division. Dan Hooker avec sa dernière victoire contre Vic, c'est pas dans le top 10, c'est dans le top 15, mais c'est un ranked 155er, puis Edson Barboza est encore capable de prendre des ranked 155er puis de les faire très mal paraître certains soirs. Cependant, est-ce que ça va arriver avec Paul Felder? J'ai beaucoup de difficultés avec ce combat-là, je dois vous le dire, parce que autant je me dis non, je favorise Paul Felder ici, c'est la croisée des chemins un peu ce combat-là. Paul Felder est de mieux en mieux à chaque fois qu'on le voit, et Edson Barboza, je vous dirais qu'il est dans un decline, mais pas un decline que de combat en combat c'est de pire en pire, puis vous dites, qu'est-ce qui arrive avec Edson Barboza? Et son decline est quand même lent. Tu peux voir que c'est encore un bon combattant, tu peux voir que c'est encore quelqu'un qui est capable de s'accrocher au top 10 de la meilleure division en MMA, mais c'est plus le top 5 fighter dans le temps, c'est plus le Edson Barboza qui, selon moi, en 2015, était à son pic ou pas loin de son pic et a affronté Paul Felder à ce moment-là, dans un combat qui avait été serré, dans un combat qui avait été très chaudement disputé debout. Aussi,
Le book is written là, pour battre Edson Barboza. Tu dois juste lui mettre beaucoup de pression. Et même si t'es pas nécessairement un lutteur ou un grappler, juste le coller dans la cage un peu, puis le grinder, là, puis prendre son énergie. Et puis à partir de là, bâtir tes attaques. Et puis Paul Felder est un excellent combattant debout qui veut primairement se battre debout. Là. Il priorise le stand-up dans ses combats. Mais est très intelligent aussi. On l'a vu amener de plus en plus de takedowns, de plus en plus de justement de cage grappling, de clinch control dans sa game avec les derniers temps. Et puis, ça serait complètement ridicule de sa part de ne pas en utiliser un peu ici, parce que moi, je pense que c'est ce qui ferait la différence dans ce combat-là, qui pourrait être soit un duel de striker très 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 serré, mais un peu à l'avantage d'Edson Barboza s'il n'avait qu'à striker. Mais vu qu'ils n'ont pas juste à faire ça, je pense que ça tombe un peu à l'avantage de Paul Felder dans ce combat-là. C'est sûr que là, je m'en vais pick Paul Felder, puis la seule affaire que j'ai dans la tête, c'est le fait que v'là 1 ou 2 ou 3 combats, là, pas si longtemps que ça, il a littéralement perdu contre Mike Perry. Mais bref, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu un combat à l'image de Poirier contre Holloway, dans le sens que Felder faisait très bien contre Mike Perry, mais Mike Perry frappait juste tellement fort que Paul Felder ne pouvait pas ignorer les coups que Mike Perry lui donnait. Puis ça a fait que Mike Perry a gagné le combat par décision, mais je ne vais pas retenir ça contre lui. Bien que s'il y a quelqu'un dans la division qui peut back up quelqu'un d'autre avec son power, c'est Edson Barboza. De là mon point d'interrogation. Mais je vais quand même y aller avec Paul Felder par décision ici dans ce rematch. Ensuite, un autre combat absolument fascinant selon moi. C'est chez les 155 livres. Islam Makhachev affronte Davy Ramosh. Et ce qui est fascinant ici, c'est qu'on a deux grapplers qui vont absolument être game d'échanger debout un contre l'autre et puis qui sont même pas mauvais dans la game debout. Et puis ça va faire un bon combat. Si tu me dis Islam Makhachev et Davy Ramos s'affrontent dans un striking match-up, pour être franc avec vous, je ne sais pas qui prendre. Fait que faut que je me fie un peu sur leur grappling pour y aller avec une prédiction aussi, pour y aller avec un choix. Et puis, ben c'est là que ça devient absolument incroyable parce qu'on a Islam Makhachev qui est le lutteur, qui est le partenaire d'entraînement de Khabib Nurmagomedov. On connaît la game de ce gang-là, mais qui est aussi un submission fighter vraiment très 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 agressif une fois au sol. Lui, contrairement à Khabib qui va y aller vraiment en ground and pound puis en dommage pour tenter de punir son adversaire, Makhachev essaie plus d'y aller submission wrestler, un peu essaie de passer la garde, essaie d'aller chercher des soumissions, a passé un très bel armbar à Cajun Johnson. C'est un combattant excessivement agressif. Et puis, oui, je pense qu'il va être en mesure de takedown Davy Ramosh, mais je ne sais pas s'il a full envie de niaiser à terre et d'être super agressif contre Davy Ramosh. Et puis, je ne sais pas s'il a envie de pas jouer sa game aussi contre Davy Ramosh, dans le sens que Islam Makhachev est très agressif, c'est dans sa nature au sol, va aller de l'avant, essayer de se créer des ouvertures en étant agressif, en attaquant ses adversaires avec ses guard pass, avec ses soumissions, avec ses choses comme ça. L'affaire, c'est que Davy Ramosh est un champion du monde de jiu-jitsu brésilien qui va sans doute être game de jouer cette game-là avec Islam Makhachev et de profiter des erreurs que Makhachev va nécessairement faire contre une black belt de ce calibre-là. Puis là, quand je dis que Makhachev ne doit pas se battre dans son style, c'est je veux pas qu'Islam Makhachev arrive là et puis take down Davy Ramosh puis essaye de sit dans sa garde puis d'être vraiment très prudent dans ce qu'il fait parce que c'est pas sa game, c'est pas ce qui est le meilleur à faire au sol. Puis on s'entend que quand t'affrontes quelqu'un qui est world class comme Davy Ramosh, là, un des meilleurs combattants de jiu-jitsu brésilien dans l'UFC, tu peux pas arriver là puis jouer ta game secondaire à moins que tu sois du même calibre que lui, ce qui n'est pas le cas avec Islam Makhachev. Donc ça va être intéressant ce combat-là parce que je pense que debout, je me dois probablement de favoriser Makhachev, qui est peut-être un peu moins technique que Davy Ramosh, mais beaucoup plus agressif, puis qui va être game de manger le coup de poing pour essayer d'en donner un meilleur. Puis il y a quand même une bonne force de frappe, je vous dirais, en général. Donc, j'ai tendance à favoriser Makhachev debout. J'ai tendance à le favoriser pour ce qui est des amener au sol, puis du temps en top control, mais je ne le favorise pas au sol. Puis moi, être lui, j'essaierai de dominer debout, puis d'utiliser ma lutte pour ne pas aller au sol avec Davy Ramosh, ce qui est pas mal la façon de battre Davy Ramosh. Donc pour cette raison-là, je vais y aller avec Islam Makhachev par décision, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Donc ça va être un excellent combat.
On y va par la suite avec le seul duel qui n'est pas chez les 155 livres sur cette main card là. C'est chez les poids lourds. Curtis Blades affronte Shamil Abdurakhimov. Je suis pas impressionné par Shamil Abdurakhimov, on dirait. Quand je le vois se retrouver dans des spots comme ça, je me dis, tu sais, c'est normal. Gagne beaucoup de ses combats, vient de battre Marcin Tybura notamment, qui est un très très bon win dans la division heavyweight. Donc le gars, a rapport là, est probablement dans le top 10, comme un 8e, 9e meilleur au monde. Quelque chose comme ça. Je vous dirais, j'ai pas mon top 15 devant moi. Il est sûrement plus bas que ça, en fait. Mais quand je pense vite de même, c'est ça que je me dirais, là, de Shamil Abdurakhimov. Quelqu'un qui est dans le bas du top 10. Puis qui a assez de victoires consécutives pour avoir un top 5 fight, qui est exactement ça, Curtis Blades. Mais ça va être très difficile ici. Blades est de mieux en mieux debout. Il va être moins technique que Shamil, mais il est tellement gigantesque, il est tellement gros que il fait mal quand il frappe, puis il a juste besoin d'avancer, puis de pas être concerné par ce que tu fais, parce qu'à part Francis Ngannou, il y a personne qui a jamais vraiment fait mal à Curtis Blades dans la vie, et puis non, c'est ça. J'ai pas vraiment de difficulté à dire que Curtis Blades va gagner ce combat-là. Probablement même par TKO. Je pense que s'il veut se battre debout, il risque peut-être de perdre au point jusqu'au moment où il va réussir à battre Abdurakhimov par KO, TKO. Cependant, c'est un des meilleurs lutteurs dans la division. C'est un lutteur All-American NCAA. Pourquoi je disais tout le temps NCAA? NCAA. Et puis, c'est un combattant intelligent. C'est quelqu'un qui le sait que quand il a un avantage clair à lutter dans un combat, va lutter dans un combat. Il a battu Alistair Overeem comme ça. Il a battu plusieurs très bons combattants comme ça. Puis, il y a du ground and pound redoutable. Quand ce gars-là commence à te donner des coups de coude dans le visage, ça fait très mal. J'ai donc Curtis Blades par TKO au deuxième round. Et ça nous mène au dernier combat de la carte principale, qui va en fait être le premier combat de la carte principale. Et puis, tu sais, quand on dit l'UFC aime mettre un action fight en début de carte, c'est exactement ça que ça va être. C'est chez les 155 livres. Merbek Taisumov contre Carlos Diego Ferreira. Wow, man, quel combat absolument incroyable. La petite critique que j'ai de Merbek Taisumov, qui est absolument génial, là, qui est un des strikers les plus techniques dans l'UFC, autant avec ses mains qu'avec ses pieds, qui est capable d'être agressif puis d'y aller pour le finisher, comme il est capable d'être un peu plus layback puis essayer de counter. Il est capable de s'adapter debout. Là. Il y a de multiples games qui appliquent tout très bien. Là, on l'a vu se faire frustrer. C'est avec des gars qui essayaient de le contrôler, les control grapplers, vraiment, genre Michel Prazeres, qui l'a tellement frustré que Taisumov a grippé la cage comme si c'était rien, puis a perdu comme 2-3 points dans ce combat-là. Là, ça en était ridicule. Mais tout ça pour dire qu'il est excellent debout, puis c'est un très très bon lutteur aussi. Ça en sert pas mal défensivement, je vous dirais, mais a réussi à repousser des attaques de lutte de très bons lutteurs comme Desmond Green notamment, et puis c'est vraiment un excellent combattant. Je m'en allais avoir une petite critique sur lui, cependant, c'est que des fois il est comme trop game de laisser le combat venir à lui, puis si quelqu'un comme Desmond Green, mettons, ne lui offre pas vraiment une bonne cadence, une bonne pace, Merbek Taisumov va être bien content de se battre à ce slow pace là, puis de gagner le combat pareil, mais de pas donner le meilleur spectacle dans le processus. Ça arrivera pas contre Carlos Diego Ferreira, parce que Diego Ferreira, la seule chose qu'il est capable de faire, c'est aller de l'avant et d'être super agressif. C'est un gars qui gagne avec son agressivité ou qui perd avec son agressivité. Contre Merbek Taisumov, pour être bien honnête avec vous, j'ai l'impression que c'est le genre de combat que Diego Ferreira va perdre avec son agressivité. Parce que oui, il est bon debout. C'est de prime et d'abord un grappler. C'est quelqu'un qui a tombé en amour avec son striking, puis qu'on voit plus nécessairement tant grappler que ça. Mais c'est ça son bread and butter. C'est quand il réussit à te take down, puis à grapple avec toi. C'est une black belt. Il est très 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 dangereux. Il est super agressif, comme avec son combat debout. Donc ça fait de lui quelqu'un qui est très difficile à contenir au sol. S'il réussit à amener Merbek Taisumov au sol, c'est sûr qu'il y a une voie à la victoire assez claire là, pour Carlos Diego Ferreira, mais cependant, Merbek est vraiment, vraiment un excellent defensive wrestler. Je pense qu'il est probablement un meilleur lutteur que Diego Ferreira en général, ce qui fait qu'il va être très difficile à amener au sol, puis ça va faire qu'on va avoir un combattant très agressif qui va essayer de lui rentrer dedans, puis qui va probablement se faire accueillir avec du gros power en retour. Diego Ferreira est super tough cependant, manque peut-être un peu de cardio, donc un finish au troisième round, c'est pas une possibilité que j'écarterai. En fait, c'est direct ça que je vais prédire. Je m'en allais prédire une décision, mais je vais pogner mon crayon là. Yep, je vais changer ça sur ma fiche ici. TKO au troisième round
pour Merbek Taisumov est ma prédiction et on passe à la carte préliminaire parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on parle de ça. Un autre excellent combat ici, là, vraiment très très bon. Andrioli, Joanne Calderwood et puis c'est un autre combat où Joanne Calderwood est drôlement supérieure techniquement, selon moi, à Andrioli. Peut-être même un peu partout, sauf en lutte. T'sais, Jojo Calderwood a montré que oui, elle avait de la misère au sol, mais elle commençait à avoir une bonne game de Drew quand même, là, capable de lancer des soumissions sur son dos, capable d'aller chercher justement ses butterfly hooks pour créer de la distance, pour faire se relever plus facilement. Et puis, c'est vraiment une grande amélioration qu'elle a faite. Et puis, ça me surprendrait pas qu'elle soit plus technique qu'Andrioli au sol, qui fait pas tant grand chose au sol, même si elle est bonne, même si les gens disent ouais, très bonne au sol, Andrioli. C'est vrai, mais est-ce qu'elle a une grande technique au sol? Pas vraiment. Elle est juste très grosse, très forte et très athlétique. Puis c'est comme ça qu'elle s'en sort dans la majorité de ses combats, avec son athlétisme et son agressivité. Et puis, un peu comme dans le combat d'avant, Taisumov contre Ferreira. Ça va être difficile pour Andrioli de pas se faire counter solidement par Jojo Calderwood, mais la seule différence que j'ai entre Jojo Calderwood et Merbek Taisumov, et la raison pourquoi j'y vais pour l'agressive dans ce combat-là, j'y vais pour la combattante qui va probablement se mettre dans le pétrin, mais pas assez pour que ça coûte cher, c'est parce que Jojo Calderwood n'est pas puissante, n'a pas de power, n'est pas nécessairement non plus super athlétique, elle est bonne, elle est skilled, c'est ça qui fait qu'elle gagne ses combats, c'est sa technique, c'est son craft, c'est le fait qu'elle sait comment appliquer le jeu. Mais quand elle se retrouve contre un powerhouse, comme Andrioli, et puis qu'il va lui courir après, essayer de lui faire mal à chaque fois qu'elle va mettre la main sur elle, elle va essayer, t'sais, Andrioli reste une bonne kickboxeuse, c'est drôle parce que c'est ça sa base, c'est ça qu'elle est rentrée dans le sport en étant, même si ça paraît pas des fois parce que souvent elle va juste essayer de chercher le takedown puis bardasser du monde en top control. Sa base, c'est le kickboxing, donc je crois que Lee va réussir à avoir du succès debout. Ça me surprend pas qu'elle se fasse beaucoup counter debout puis qu'elle resort à un game plan où elle veut juste coller le combat dans la cage et amener Jojo au sol et essayer de la bardasser là. Ça risque de marcher d'une manière comme d'une autre. Donc j'ai Andrioli par décision dans ce combat-là. Ça nous mène à un combat chez les 145 livres. Zubaira Tughukov qui fait son retour dans la cage de l'UFC face à Lerone Murphy. Et puis, ben, j'ai pas le choix d'y aller avec Tughukov ici. C'est deux kickboxers. Il y en a un qui... étrangement, je l'ai vu lutter dans quelques combats. Puis, tu sais, c'est sûr que sur la scène anglaise, takedown des gens, c'est pas très très difficile. Zubaira Tughukov, cependant, lutte avec Khabib, lutte avec Makhachev, lutte avec, genre, Abubakar Nurmagomedov, avec Umar Nurmagomedov, avec tous les gens qui sont dans ce gym-là, qui sont des excellents lutteurs. Donc... je pense que Zubaira peut probablement facilement amener ce combat-là au sol et finir le Ron Murphy, soit par soumission ou par ground and pound. Je pense même qu'il peut le finir debout aussi. C'est quelque chose qu'il va probablement faire parce que Zubaira Tughukov, contrairement à beaucoup de combattants dans ce gym-là, aime se battre debout, est quand même flashy debout, un beau style debout, est un bon kickboxer complet, quelqu'un qui peut hang avec de très bons combattants dans cette division-là sur ses pieds. Donc je pense qu'il va le faire avec le Ron Murphy qui est un très très grand et long kickboxer anglais qui va vouloir travailler derrière son jab, qui a quand même des bons kicks, mais qui, je vous dirais, risque peut-être d'être un peu overwhelmed par l'expérience d'un Zubaira Tughukov qui arrive là avec une fiche de 18-4, le Ron Murphy est 8-0, puis pas 8-0 contre la meilleure compétition que tu auras vue dans ta vie non plus. Donc je pense que experience-wise, ça va être très difficile pour le Ron Murphy ici, qui est un prospect qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre parce que c'est un très très difficile combat d'entrée. Personnellement, j'ai Tughukov par TKO au premier round dans ce combat-là, je pense que ça peut se faire. Ensuite, 135 livres chez les dames, on a Liana Jojua contre Sarah Morris. J'ai checké du footage sur Jojua. Je la trouve même pas particulièrement bonne, mais à ce stade-ci, dans l'UFC, qui ne va pas battre Sarah Morris? Je pense que c'est personne, tout le monde va la battre pratiquement. Sarah Morris, où elle est le meilleur, c'est sur son dos à lancer des soumissions. Étrangement, elle est dangereuse de là pour vrai. Puis je pense que c'est le facteur de surprise. Tu t'attends pas à ce qu'elle soit en mesure de faire ça, bien qu'elle fait à tous ses combats. Je pense que
qui surprend les gens, c'est qu'ils s'attendent pas à ce qu'elle le fasse de façon aussi efficace. Elle est bonne pour ça, mais je pense pas qu'elle va avoir l'avantage debout contre Jojo, qui a même pas l'air vraiment d'une bonne combattante debout. Je pense même pas que si elle est au sol, Jojo va pas réussir à juste passer sa garde, parce que Jojo a l'air de quelqu'un qui veut passer la garde au sol principalement, puis travailler en side control. Ça a l'air d'être la position qu'elle préfère, donc j'ai Jojo par décision aussi. On se cassera pas la tête à trop parler de ce combat-là longtemps. Ensuite, 5e combat, c'est le dernier sur la carte préliminaire télévisée. Et c'est Othman Azator qui fait ses débuts dans l'UFC à 155 livres face à Teemu Packalén. Et autant Zubaira Tukhugov est un dur combat d'entrée pour Lerone Murphy, Othman Azator a comme pas mal la softball la plus claire dans la division lightweight à Teemu Packalén, qui il est pas un mauvais combattant, mais a juste beaucoup de difficultés contre les strikers puissants et agressifs. Puis c'est exactement ça qu'Othman Azator est. Un striker puissant et agressif, qui a quand même un bon takedown defense, qui est quand même capable de garder le combat sur ses pieds, qui a aussi l'option d'amener le combat au sol si ça tente. Je pense pas qu'il va avoir à faire ça ici. Je pense que dans ses premiers rushs d'attaque, il va probablement taguer Teemu Packalén et le finir au premier round. J'ai donc notre ami Othman Azator par TKO au premier round ici. Ça nous mène sur Fight Pass, où comme je vous disais, il y a absolument des meilleurs combats que sur les prelims. Et ça commence avec Belal Muhammad face à Takashi Sato. Dans un combat où j'ai juste pas le choix d'y aller avec Muhammad. Il va falloir qu'il fasse attention, parce que Sato est un très bon counter-striker avec de la puissance. Ça va te faire de lui un combattant qui peut hang in debout avec beaucoup de combattants dans l'UFC. Cependant, il n'est pas assez actif. Et contre Belal, ça va lui coûter cher. Il va probablement se faire outstriker. Et s'il réussit à placer ses bons coups, c'est là que Belal va décider de switch things up et d'amener le combat au sol. Et je le vois quand même récolter une victoire par décision relativement simple ici. Donc Belal Muhammad par décision est ma prédiction. 3e combat de la soirée, Nordine Taleb, Muslim Salikov, dans un duel de striker qui risque d'être vraiment très très bon ici. Et puis pour être franc, j'avais beaucoup de difficultés à apporter une prédiction dans ce combat-là, parce que Muslim Salikov est beaucoup moins actif debout que Nordine Taleb, est beaucoup plus le genre de gars qui va être très très mobile sur ses pieds, qui a un style de karaté où il kick beaucoup. Mais quand il kick fort, il kick bien, il kick de façon précise. Et puis autant c'est quelqu'un qui ne lance pas beaucoup, c'est quelqu'un qui n'absorbe pas beaucoup de strike en retour à cause de son mouvement, justement. Et puis Nordine Taleb, lui, est plus un gars de Muay Thai traditionnel, hein? Avance, recule, et puis n'a pas trop peur de monter sa garde ou de check des kicks, puis de bloquer les choses qui viennent vers lui en avançant, en essayant de trouver justement quelque chose à lancer en retour. C'est un striker très très habile, qui a vraiment un meilleur pace debout, lance et touche plus la cible que son adversaire, se fait peut-être un peu plus toucher en retour que son adversaire aussi, mais quand tu regardes le striking defense percentage, c'est à peu près identique. Donc Nordine, oui, se fait toucher un peu plus fréquemment que Salikov, mais Salikov a reçu, tu sais, moins de coups de poing, donc au final c'est le même pourcentage de strike qui est défendu par les deux. Et là où je vais devoir donner l'avantage à Nordine Taleb dans ce combat là, puis j'espère sincèrement avoir raison, qu'il va utiliser son grappling, qu'il va utiliser son clinch dans la cage. C'est un très bon combattant Muay Thai qui pourrait juste essayer de clincher avec Salikov, puis lui donner des coups de genoux, lui donner des coups de coude, et puis l'affaiblir. Là, Salikov, on l'a vu, même étant dans sa game, peut-être ralentir vers le milieu du 3e round. Donc je pense que si Taleb décide de le grapple un peu, va peut-être accélérer ce processus-là, puis ça va faire qu'il va être capable de take over dans les derniers rounds du combat, le dernier round puis la dernière partie du 2e round, parce que je pense que oui, ça va être complexe au premier round. Oui, Salikov est quand même difficile à mettre la main dessus, est quand même quelqu'un qui bouge très bien, qui est mobile, qui est rapide, qui a des bons kicks, qui est puissant. Je le vois pas vraiment finir Nordine, et puis je pense que plus le combat va avancer, plus ça va être en l'avantage de Nordine Taleb, qui a clairement plus de cardio que son adversaire et qui a justement moins d'hésitation par rapport au grappling. Le Salikov ne fait que défendre des takedowns, ne shoot jamais pour un takedown. C'est pas le cas pour Nordine. J'ai donc Nordine par décision, mais c'est vraiment un combat où je suis pas certain de mon pick ici. Ensuite, 185 livres, Omari Akhmedov affronte Zach
Cummins, ça va être un mess ce combat-là, ça va être un brawl, mais un genre de brawl middleweight avec deux gros gars plodding qui vont sûrement être super fatigués après un round et demi, et puis ça va être slow, ça va quand même frapper fort pareil. Je ne sais pas comment Omari Akhmedov arrive là puis réussit à battre des Tim Boach puis battre. C'est sûr que c'est quelqu'un qui, avec son clinch, avec sa lutte, peut réussir à out-hustle des gars dans des combats, même s'il est super gassed out, parce que qu'est-ce que je voulais dire, là? La chose qu'il fait bien, en fait, Omari Akhmedov, c'est que même 100% gassed out, il est toujours agressif, va toujours continuer d'essayer, même si c'est pas aussi efficace qu'au premier round, n'arrêtera pas d'essayer. Et puis c'est souvent ça qui fait la différence dans des combats très serrés, là, des décisions très serrées. Mais je vais y aller avec Zach Cummins ici, parce que je pense qu'il est juste plus technique que Omari Akhmedov, un peu partout, sauf en lutte, je vous dirais. Je pense que Akhmedov est peut-être le meilleur lutteur dans ce combat-là. Sinon, je les mettrais peut-être égal au niveau de la lutte si je n'avais pas de gagnant à choisir. Mais je pense que Zach Cummins est un meilleur boxeur, plus crisp, qui va être capable de peut-être... je sais pas si c'est vraiment dans son style cependant, mais peut-être jouer un peu au matador ici avec Akhmedov qui va foncer tête première là. Et puis si Cummins est juste capable d'adopter un counter striking style pour une petite portion de ce combat-là, va peut-être réussir à marquer des bons points là. Selon moi, est un submission grappler aussi vraiment plus accompli qu'Omari Akhmedov qui oui va essayer d'aller chercher des takedowns, mais une fois sur le top, va ground and pound n'est pas le gars le plus actif. Je pense qu'il y aura peut-être des ouvertures si Cummins se fait takedown, de peut-être essayer d'aller chercher des soumissions là, sur son dos. Donc je vais avoir Zach Cummins par décision dans ce combat-là, mais ça en est un autre que je suis pas vraiment certain parce que ça va être un genre de shit show middleweight qu'on sait pas trop ce qui va arriver ça. Ça nous mène au premier combat de la soirée. Don Madge contre Fares Ziam, le combattant français. C'est chez les 155 livres. Ça risque d'être un bon duel. Ziam semble être un bon striker quand même. Quand on dit collected, quelqu'un qui va pas arriver là, puis tu vois qu'il va être sur le stress pour vouloir lancer juste parce qu'il est sur le stress. Ça semble quand même calme. Travaille derrière son jab et son low kick. Il y a des bons low kicks. Ça a l'air d'être un bon striker relativement stratégique. J'ai aucune idée son grappling a l'air de quoi. Face à Don Madge, je sais pas si ça va être important non plus. Don Madge aussi est le genre de gars qui va essayer d'aller striker. Je pense que ça va être un bon duel debout. Je pense que ça va cogner relativement fort. Et je pense que Don Madge cogne vraiment plus fort que Fares Ziam de ce que j'ai vu. Ça, j'ai vu un ou deux combats de Ziam sur YouTube, that's it, that's all. Mais Don Madge a l'air de cogner plus fort. Et puis je pense qu'il va finir par le cut à quelque part et le terminer par TKO au deuxième round. Et ça va conclure mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC 242 Khabib contre Poirier. Ça a lieu ce samedi, je vous le répète, à 2h de l'après-midi, 14h, heure de Montréal, la carte principale. Sinon les prelims sont à midi, les early prelims à 10h. Ne manquez pas ça. Je veux pas recevoir vos textes de gars en train de battre triper parce que vous avez manqué le combat de Khabib à 5h30, 6h du soir. Donc... checkez vos affaires, ça joue à 2h. Et puis, c'est ça. Laissez-moi un like si vous avez apprécié mon analyse. Laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos prédictions, de vos combats les plus attendus, de qu'est-ce que vous pensez qu'il allait arriver entre Khabib et Poirier. Partagez avec vos amis aussi, très important. Et finalement, abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook, MMA Talk sur YouTube, The MMA Talk sur Instagram, The_MMA Talk sur Twitter. Et allez visiter le MMAtalk.ca de façon régulière. Et je vous remercie. On se parle une prochaine fois.